présente, Antoine Fournier, j'ai été présenté. J'ai une expertise particulière sur la conception instrumentale et la vision robotique, pour vous permettre un peu de situer d'où vient le discours. Je travaille chez Arvalis à l'Institut de Végétal, qui est donc l'Institut des grandes cultures, qui va traiter d'un certain nombre d'espèces, allant des céréales à paille jusqu'au maïs, au blé, le sorgho, le tabac, le lin plus récemment. On travaille à plusieurs échelles, depuis le génome, avec tout un département, un laboratoire d'analyse génétique. Ensuite, on analyse un peu toute la partie patho, l'agronomie, l'économie de l'exploitation, et on travaille aussi avec des gens qui font plus de la recherche amont en agronomie du paysage. Et on contribue à notre filière un peu à tous les stades, plutôt amont et aval. Donc on va essayer de faire de la production de référence, d'accompagner les gens qui vendent et les gens qui achètent des choses à nos agriculteurs également. Comme l'ITEP Maui, on se situe dans un environnement de recherche agricole qui travaille pour et avec les agriculteurs, et on essaye de fluidifier un peu tout ça en travaillant avec des gens qui font de la recherche plus amont, comme l'INRAE, le CNRS, l'IRSTEA, avec nos partenaires des réseaux ACTA, ACTIA, dont fait partie l'ITEP Maui. Des entreprises de l'agrofourniture qui produisent leur R&D, mais avec lesquelles on essaye d'échanger dans la mesure du possible. Et on s'appuie beaucoup sur le conseil agricole déployé en plaine pour diffuser l'information et faire les retours de ces productions de référence. Alors je vous raconte tout ça pour vous expliquer pourquoi Arvalis en est venu à faire du phénotypage haut débit. On a pris le train en marche avec les collègues de l'INRA en début des années 2010, au moment où la France a décidé de s'équiper de moyens de phénotypage haut débit de niveau international pour alimenter les défis de la biotechnologie à venir. À savoir, la génomique a connu un bond exponentiel en termes de solutions techniques et de débit, de volume de données disponibles au début de ce millénaire. Et le phénotypage, la partie mesure de l'expression d'un gène dans un environnement, était un peu à la peine en termes de volumétrie, de qualification, de qualité des données, de métrologie. Et l'État s'est engagé avec les acteurs de la recherche pour investir des outils et développer des moyens. Arvalis donc est rentré dans le projet Phénome et on est responsable d'une des plateformes du projet Phénome qui est des serres de milieux contrôlés mais en plein champ, et qui s'inscrit dans un réseau de plateformes qui fonctionnent en milieu entièrement contrôlé, des serres mobiles à Montpellier ou de la paillasse comme à Angers, et des serres de plein champ comme à Toulouse ou dans d'autres sites. Arvalis s'est équipé alors de moyens propres pour accompagner le déploiement de ces outils en interne et internaliser toute la chaîne de valorisation du service numérique pour le phénotypage haut débit. Donc on a pris des optroniciens comme moi, des gens qui à la base connaissaient rien à l'agriculture, mais qui savaient faire des capteurs, savaient faire de l'optique, mesurer quelque chose. On a également des informaticiens, on a des expérimentateurs végétales chevronnés qui ont été petit à petit vers la gestion de protocoles, la gestion d'expérimentation en réseau, et qui sont capables de travailler ce pont que M. Grenier évoquait tout à l'heure, entre les variables vérités et les estimateurs que les capteurs peuvent nous indiquer, et dans quelle mesure on peut les utiliser à bon escient et les erreurs qu'il ne faut pas commettre. Et on a également des informaticiens purs et durs, je vous le disais, des roboticiens et des gens qui sont plus dans la physio, les bases de données et la valorisation des données, et qui ont pour mission d'accompagner l'adoption, pas auprès des techniciens cette fois, mais auprès des responsables de protocole, des physiologistes, des gens qui analysent des réseaux. Et c'est vrai que pour ces gens-là aussi, on le sous-estime souvent, c'est une grande perturbation, y compris chez les sélectionneurs
comment on travaille avec des nouveaux traits, des nouvelles variables, des estimateurs, comment est-ce qu'on travaille des biais, qu'on raisonne différemment, étant donné on passe par des technologies indirectes. L'idée de ma présentation, c'est de venir vous partager les connaissances que Arvalis a pu capitaliser sur ces outils-là, les moyens qu'on a déployés et qu'on est prêt à partager avec les instituts partenaires. Et de réfléchir ensemble aussi les éléments clés qui vont nous permettre, vous et moi, d'évaluer une technologie, un service numérique qui apparaît. Quelles sont les briques qui le constituent et qu'est-ce qui fait que ces briques sont mûres, que le service dans son ensemble est mûr ou en devenir. Un service pour numérique, c'est toujours le même principe. On a un capteur qui va nous faire la détection. On va ensuite mettre de l'intelligence derrière ces données. Donc ça, c'est un élément clé qui fait que les métiers de l'expertise agronomique vont toujours rester capital dans ces nouvelles solutions. Et puis une partie actionneur mise en œuvre avec toute la complexité que ça repose, tous les problèmes de compatibilité et de technologie en tant que telle. Les champs d'application sont l'agriculture de précision et la précision dans l'agriculture, c'est pas exactement pareil. On a toute la partie OAD, mais aussi application en tant que telle. Pour nos enjeux de grande culture, on a un focus assez fort sur les engrais azotés, sur la gestion des adventices et le désherbage mécanique. Et là, en vert, vous voyez les éléments clés qui sont des voies de progrès. Comme M. Grenier l'évoquait tout à l'heure dans son excellente présentation, on a des technologies de rupture qui sont arrivées dans la dernière décennie qui nous permettent maintenant d'envisager l'utilisation pour l'agriculteur mais aussi pour l'expérimentation végétale des services numériques de manière efficace pour réduire les coûts sans se confronter au mur de l'adoption quand les technologies ne sont pas suffisamment mûres. D'autres éléments clés, mais qui sont en devenir, l'agriculture mesurée sur les aspects maladies et insectes. On a actuellement des modèles qui fonctionnent assez bien, des prises de météo qui sont assez bonnes pour ces usages-là, et les applications sont encore en progrès. Avec un élément transverse qui est la gestion des données, la gestion de la propriété, du partage, de la valorisation des données, qui étaient un peu les questions en suspens à la fin de la présentation précédente. Donc les composantes d'un service numérique. Qu'est-ce qui va faire qu'une solution qu'on vous propose fonctionne bien ? Que ce soit un drone, un robot qui roule, ou même quelqu'un dans la parcelle avec une pince. On a d'abord le type de capteur qui va être déterminant en fonction des bandes qui sont choisies, de la technologie. On va mesurer qui de la structure 3D, qui de l'occupation de l'espace, de la couleur, ou plus précisément certaines bandes lumineuses qui sont signatures de certains composés. Ensuite, le type de vecteur va nous permettre d'avoir des capacités en termes d'échantillonnage spatial et temporel, vous vous en doutez, mais également en termes de possibilités métrologiques. La capacité d'emport, la stabilité d'un vecteur va faire qu'on va pouvoir garantir des niveaux maximaux de biais d'incertitude, une stabilité, une continuité des mesures. Ensuite, un service fonctionnera s'il intègre également des modèles d'interprétation. Donc on distingue souvent deux étages à ces modèles d'interprétation. Une première partie, dite modèle mixte ou modèle de télédétection, qui va nous permettre de passer d'un signal capteur à un signal biophysique. Concentration de chlorophylle, indice de nutrition azotée, bien que ce soit déjà un indicateur plus que biophysique d'ordre agronomique, et ensuite des applications. L'application recouvre la partie agrofourniture machinisme, mais également toute la partie conseil et analyse, avec une partie plutôt agriculteur ou phénotypage au débit.
Je vais poursuivre avec les principales familles de capteurs, vous détailler un petit peu les capteurs optiques qui sont utilisés de manière routinière, opérationnelle, pour alimenter le phénotypage de débit au service de la sélection. On a en premier lieu les imageurs couleurs, qui sont donc une technologie que vous connaissez tous. Vous en avez donc dans vos appareils photo, sur vos portables. On a des versions grand public, comme la caméra que vous avez de sport que vous avez en bas. Celles qu'on utilise plus classiquement sont les caméras industrielles durcies, qui sont capables de résister aux contraintes de champ. Alors ça, c'était une grande nouveauté, les contraintes de champ. Je m'arrête un peu dessus. Quand on discutait avec les partenaires capables d'intégrer des technologies sur l'environnement agricole pour aller au champ, on a souvent rencontré une sous-estimation du niveau d'agressivité du milieu. En gros, ça cassait plus qu'ils ne croyaient. Et on a été obligé de réviser les points clés qui nous permettent de valider la robustesse des technologies. Beaucoup de fabricants de capteurs pensent qu'un capteur qui marche dans un bureau va marcher dans un tracteur, va marcher dans un champ, alors que c'est beaucoup plus proche des conditions militaires ou de l'avionique qui sont nécessaires pour assurer une qualité de service. On est bien là dans l'opérationnel, il faut que ça ne tombe pas en panne tous les 4 matins. La valorisation typique d'une image RGB est la fraction de verre. Un suivi dynamique de fraction de verre avec repassage dynamique, ça permet de démultiplier l'échantillonnage spatial et temporel, d'analyser les réponses variétales en termes de dynamique, c'est-à-dire que par exemple sur la construction du rendement, on va pouvoir identifier des stratégies d'évitement, par exemple du stress hydrique sur le blé. On a déjà apporté des solutions et des associations avec des génotypes significatifs. On peut également, pour des applications plus agriculteurs, envisager les identifications, comme c'était présenté sur des solutions industrielles tout à l'heure, d'identification des plantes sur le rang, de comptage des éléments manquants, ou d'identification des adventices. Une autre technologie un petit peu plus métier et moins généraliste que la caméra RGB, c'est la caméra dite multispectrale. Donc on va toujours mesurer dans quelques couleurs, mais on va sélectionner des bandes spectrales, donc des zones du spectre lumineux qui sont plus réduites et que l'on connaît à partir de la littérature comme être des signatures de certains composés ou de certains mécanismes physiologiques. Les caméras multispectrales, donc en effectuant cette sélection de bandes, vont être moins lourdes, moins chères et plus appliquées à un métier. Et on en retrouve qui vont depuis la petite caméra multispectrale un petit peu académique que vous avez à gauche jusqu'à cette caméra multispectrale qui est dans un satellite de l'ESA qui pèse une centaine de kilos et qui a... c'est la Rolls-Royce de la métrologie, on est très content de ça. Et entre ces deux éléments, on va avoir des capacités d'échantillonnage, des capacités de mesure qui sont très différenciées, mais tout de même des potentiels qui sont d'avoir une spatialisation des indices de végétation qu'on va pouvoir en tirer. C'est-à-dire qu'on va avoir des estimateurs de biomasse, des estimateurs de développement foliaire, et eux, ils vont être spatialisés. Donc au sein de la microparcelle, ça va déjà être intéressant pour avoir en expérimentation. Ça va être aussi intéressant pour faire des cartographies de parcelles dans le travail des agriculteurs. On va également pouvoir envisager d'aller à une échelle encore plus petite et de faire cette analyse organe par organe ou de différencier des strates foliaires. Ça, en termes d'analyse de la physiologie cette fois ou des stratégies de construction du rendement, c'est quelque chose qui est très intéressant, ou en tout cas qui intéresse beaucoup les collègues qui s'intéressent à la physiologie végétale.
Enfin, une technologie qui cette fois va mesurer l'ensemble du continuum hyperspectral, c'est-à-dire toutes les couleurs dans le spectre, de manière très fine. Dans le spectre visible et proche infrarouge, c'est le capteur le plus classique pour les applications agricoles. C'est un spectromètre qui, lui, n'est pas imageur. On va mesurer une grosse patate de 60 cm, un champ de vue d'une soixantaine de centimètres, et on va scanner nos parcelles afin de reconstituer une image. Mais il faut savoir que ce qu'on mesure, c'est une soupe de couvert. C'est un élément moyen. Donc on va avoir du sol, de la végétation dedans, on va avoir une meilleure richesse spectrale, mais on va perdre en information spatiale. Tandis que tout à l'heure, avec mon imageur multispectral, si je mesure de très près, je peux vraiment avoir la valeur du pixel de feuille, la valeur du pixel d'épi, la valeur du pixel de fleurs éventuellement, si on est sur des plantes à fleurs. Et la quatrième technologie qui est couramment utilisée, c'est le LIDAR. Le LIDAR, c'est le pointeur laser de votre maçon. Donc c'est un faisceau laser. On mesure où son déphasage ou son temps de vol pour mesurer, pour obtenir la distance de manière très robuste. Les lidars qu'on utilise en agriculture sont des lidars petit push-broom où on envoie le faisceau sur un miroir qui tourne, on obtient un pinceau, et ce pinceau, on le fait avancer, ça permet de reconstituer un volume 3D. Donc ces volumes 3D, ça va nous permettre de travailler donc, toujours de manière non destructive. Ça, en termes de plan d'expé, de conduite expérimentale, c'est très intéressant parce qu'on n'a pas de répétition à faire. Et quand on est sur un schéma de sélection, c'est des gains d'échelle, des gains de temps, et qui sont assez colossales parce qu'on ne répète pas les génotypes. Donc on peut analyser le profil des couverts, la disposition de la biomasse, mais également des estimations de la biomasse globale. Et une fois de plus, je parle toujours d'estimation. Et là, il faut faire très attention de ne pas croire que quand on vous parle de ces solutions par capteur, on va remplacer les variables. On va les compléter, on va les objectiver, mais on aura toujours besoin, et ça c'est mon discours pour les techniciens expérimentaux, on aura toujours besoin de mesures vérité qui sont le profil historique, qui nous permettent de continuer la science sur le temps long et de venir greffer nos estimateurs sur des mesures vérité. Un résumé que vous avez dans la présentation sur les clés USB. Je me permets de gagner un petit peu de temps pour garder de la place pour les discussions. Sauf si quelqu'un s'y oppose. Voilà. Parlons un peu des vecteurs. Donc on a vu que les capteurs, en fonction de celui qu'on choisit, on ne va pas mesurer la même chose, pas pour les mêmes applications. Les vecteurs ont également leur lot de contraintes qui vont se véhiculer sur le capteur, comme je vous disais tout à l'heure, en termes de métrologie. On n'a pas la même charge utile, on n'emporte pas la même chose, avec pas la même stabilité. Et là, le schéma, la couleur vous donne un aperçu de ce qu'on peut a priori attendre en termes de qualité instrumentale sur tel ou tel type de vecteur. La taille du cercle va vous donner une indication de la couverture potentielle en une acquisition. Et puis après, on a les deux axes, un axe vertical sur la résolution spatiale accessible et un axe horizontal sur la résolution temporelle accessible. Donc on part en haut à gauche des mesures manuelles assez classiques que vous connaissez, donc ou à la pince ou à la toise. La hauteur de couvert, c'est une mesure de phénotypage, pas par capteur, mais c'est du phénotypage conventionnel. On a des problèmes métrologiques avec la mesure manuelle qui sont les biais d'observateurs. Donc il y a des méthodes historiques qui sont le recalage des opérateurs entre eux. Et maintenant on a des méthodes statistiques d'élicitation des experts qui sont un petit peu plus fines mais qui demandent des gros volumes de données. Donc on plafonne toujours un petit peu sur la qualité des mesures manuelles et en particulier sur la reproductibilité des géométries de mesure et la standardisation des conditions d'acquisition. Le drone, ça progresse, mais le drone, c'est un domaine des gens qui viennent de la photographie. Ils aiment bien faire des belles images et ils sont en train d'incorporer, de mieux en mieux tout de même, les enjeux de la photométrie, de la photogrammétrie. C'est-à-dire, on va donner une valeur à chaque pixel et cette valeur a une signification en valeur absolue.
Le but, c'est pas que l'image soit bien jolie. En général, les données de phénotypage ou agricoles, quand on les visualise, elles sont pas belles. Les journalistes sont pas contents quand je leur envoie des photos, parce que c'est pas très sexy. Voilà. Ensuite, on a donc des capteurs qui peuvent emporter des grosses charges utiles sur tracteur ou sur satellite, avec des métrologies un peu plus robustes, des retours usines. Donc le tracteur, je l'ai mis en vert parce qu'on a des technologies qui sont plus mûres et des gros acteurs qui les distribuent. Donc c'est plus facile de faire un retour usine sur on ne va pas citer de marque. Et puis bon, les satellites, c'est leur métier de faire de la métrologie. Voilà. Je ne m'étends pas plus sur ce graphe. À savoir, le vecteur va aussi véhiculer tout un jeu de contraintes par rapport au service rendu en termes d'ergonomie, de prise en main. On parlait tout à l'heure, régler le RTK, combien de temps on passe derrière la console à faire fonctionner l'outil. Il y a le temps de livraison aussi qui est un facteur clé. On a certains, par exemple, opérateurs drones ou autres qui prennent du retard au moment où c'est le plus crucial. Parce qu'évidemment, tout le monde va prendre un abonnement à cette période-là, et c'est le moment où on a besoin de réactivité. Donc ça, c'est des enjeux économiques et techniques. Il y a la fiabilité d'une mesure. Dans quelle mesure est-ce que ça va toujours coller à la vérité de mon terrain? Est-ce que ce sera cohérent d'année en année? Est-ce qu'il y a une continuité? Ou est-ce que ce sera cohérent au niveau de la plaine à un instant T? Ce n'est pas exactement les mêmes questions. La justesse qu'on peut attendre, les contraintes d'acquisition et de réactivité, par exemple le cas du drone ou de l'ULM, on a des cas de nébulosité qui vont juste perturber l'éclairement, qui feront que les mesures seront moins bonnes, ou tout simplement chahuter l'outil quand il y a de la pluie ou du vent. Un drone, même un satellite sur un couvert mouillé, ça va donner, on sait que c'est biaisé. Voilà. Et là, c'est des questions de robustesse, la robustesse aux conditions d'acquisition. Je fais un zoom sur le vecteur le plus récent et qui a fait pas mal parler ces dernières années. Un petit panorama des outils qu'on a. On repère certains drones à voilure fixe qui ont différentes portées, différentes charges utiles et donc différents objectifs en termes opérationnels. En général, quand on fait de la grande surface, c'est plutôt pour du service agricole. Agriculteurs, et on va mettre un petit peu moins d'importance à la justesse des valeurs absolues. C'est-à-dire qu'en relatif, d'une parcelle à une autre, c'est pas très grave, d'une date à une autre, c'est pas très grave, parce qu'on veut construire des cartos. Les véhicules à voilure tournante, donc ou à décollage vertical, c'est comme on veut, sont plutôt destinés à faire du vol fixe ou du screen assez lent sur des surfaces plus petites, mais avec une bonne stabilité de mesure. C'est-à-dire qu'on est capable d'attendre suffisamment longtemps sur une prise de vue pour avoir la bonne mesure. Ça permet d'avoir des mesures plus fines, plus stables et plus comparables. Et c'est plutôt ce choix qui est pris en expérimentation. Les modèles donc, que j'ai découpés en deux volets. Donc, comme M. Grigny l'évoquait tout à l'heure, les modèles peuvent parler de beaucoup de choses. Il y a modèle et modèle. On a des modèles physiologiques, des modèles agronomiques, de phénologie. Là, je vais vous parler, en termes de modèles mixtes, déjà des modèles de transfert radiatif. Ça, c'est la première brique qu'on a quand on a de la donnée optique. Le modèle de transfert radiatif d'éclairement va décrire comment l'éclairement arrive depuis le Soleil, traverse l'atmosphère, interagit avec les nuages, et quelle lumière arrive sur mon couvert. Ensuite, un modèle de transfert radiatif atmosphérique dans l'autre sens va analyser comment ça se passe entre ma plante qui a réfléchi et mon capteur, qui est plus ou moins loin. On va coupler ce modèle de transfert radiatif atmosphérique à un modèle de transfert radiatif dans le couvert. Comment une feuille va être éclairée par les autres feuilles qui l'entourent, par la réflexion sur le sol, par le reste du ciel qui est visible. Et enfin, un modèle de transfert radiatif foliaire.
Je vous détaille ça pour comprendre que rien ce qu'on appelle la correction du signal radiométrique, ça implique 3 modèles qui ont des paramètres différents. Par exemple, le transfert radiatif dans le couvert est très influencé par la structure du couvert et donc par des définitions variétales. Entre 2 variétés, on va devoir paramétrer ce modèle différemment. Chez un agriculteur qui connaît sa variété, ce n'est pas très grave. Quand on fait du phénotypage pour la sélection, justement, on veut être robuste à la variabilité variétale, et ça devient un problème de bien paramétrer ce module-là. Ensuite, le transfert radiatif dans la feuille est un élément fondamental qui, entre espèces, a aussi des déterminants très forts, et même des déterminants physiologiques. En fonction de la ressource en eau, on ne va pas avoir la même signature entre le composé et la signature foliaire. Et enfin, bon, le transfert radiatif atmosphérique, on est un peu plus tranquille là-dessus, c'est un pan de la modélisation qui est plus mûr, parce qu'il a quelques décades de plus en termes de R&D. Donc on va coupler plusieurs modèles ensemble, qui n'ont pas les mêmes déterminants, et les incertitudes vont se cumuler. Donc déjà, c'est assez fin à utiliser. D'autres considérations sur les modèles. Les modèles, ça peut être juste une équation, et ça peut aussi aller jusqu'à une simulation extrêmement lourde sur des serveurs numériques, et qui demande une équipe pour les interpréter. Et ces modèles-là vont avoir aussi un niveau de maturité. C'est important de comprendre la notion de niveau de maturité quand on veut évaluer la qualité d'un service. Est-ce que ça va marcher pour de vrai quand je le mettrai chez moi? Et ça, c'est la maturité du modèle va être une clé d'entrée. C'est-à-dire qu'on part comme pour n'importe quelle invention. Au début, il y a un proto, il y a une idée. On a quelque chose qui marche dans un cas particulier. Ensuite, on va lui donner beaucoup d'amour, il va marcher dans quelques cas. Et ensuite, quand on a prouvé que quelque chose fonctionnait bien, il y a des industriels qui vont s'en emparer et qui vont pouvoir construire des bases de données d'apprentissage consolidées, qui vont explorer les cas extrêmes et qui vont faire de l'assimilation dans ce modèle et lui faire apprendre tous ces cas de figure. Et on va se retrouver avec des modèles dits industriels, des modèles robustes qui vont avoir une efficacité plus étendue et qui vont moins diverger dans des cas particuliers. Et c'est un peu tout ça aussi qui fait qu'un service fonctionne bien. Parce que si on ajoute du bruit à cette étape-là, on aura beau avoir le meilleur vecteur, le meilleur capteur, ou le meilleur agronome derrière pour analyser, il travaillera sur un signal bruité. Un exemple de déroulé, de chaînage des modèles. Donc on passe par un modèle atmosphérique, ensuite un modèle dans le couvert, un modèle foliaire, et après seulement on peut attaquer du modèle physiologique éventuellement, et repasser à une échelle plus grosse du modèle agronomique. Quel est mon ITK, quel est mon sol, comment je vais travailler la réaction de ma plante. Et donc pour arriver à un conseil, on se rend compte qu'il y a pas mal d'informations a priori à ajouter. Le modèle agronomique, alors, il faudra être un peu clément parce que ce n'est pas mon domaine. Je vais essayer de souligner les déterminants qui font qu'un modèle agronomique fonctionne bien ou pas, comment bien l'utiliser. En particulier, il faut être dans le bon référentiel d'interprétation pour utiliser un modèle agronomique, pour effectuer un conseil ou même une analyse. Il est important de très bien quantifier le stade de la culture, en particulier sur les stades précoces. Une dérive de quelques jours dans la notation ou une mésestimation dans le stade auquel on a fait la notation va provoquer, dans une modélisation projective, des bruits énormes et des biais énormes. Donc on va se retrouver à croire que la plante est surdéveloppée, alors qu'en fait on a juste mesuré un peu plus tard qu'on croyait par rapport à sa phénologie. L'espèce, la variété, donc on a des variétés plus précoces, plus tardives, mais on a aussi des variétés qui démarrent plus fort sur la même précocité. Et donc si on se trompe de variété, qu'on a une qui est plus pugnace et qu'on pensait que c'était une faible, et ben, on va aussi faire des erreurs, propager des erreurs, les conditions météo qui influent sur le phylochrone, et puis le pédoclimat, évidemment. Donc un modèle agronomique nécessite, pour sa bonne utilisation, pour être performant, d'être aussi bien utilisé, avec un peu de plomb dans la tête.
Un exemple, le stade épi 1 cm, qui est une variable clé pour la nutrition azotée du blé. On se trompe d'une semaine, on fait une erreur d'un demi-LAI. Un demi-LAI, quand on projette sur la fin de culture, on peut se retrouver avec des projections de plantes monstrueuses qui vont avoir des LAI complètement déments. Et là, il faut borner, il faut avoir un peu de recul en se disant c'est pas possible qu'un LAI de 8, de 9, c'est des choses qui n'existent pas, et inversement. L'exemple du calage variétal, un exemple, si on a une variété témoin et qu'on mesure sur une autre variété, on peut faire une mésestimation de par le paramétrage du modèle foliaire, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, par rapport à la description de la structure de la feuille ou de la composition de la cuticule qui va impacter l'optique de manière différente, et donc le lien entre la chimie et l'optique de manière différente. On peut faire des mésestimations importantes, et quand on transforme ça en une préconisation pour l'agriculteur ou en livrable analytique pour le responsable de protocole qui analyse un réseau d'essais, on va se retrouver à introduire des biais significatifs. Quelques exemples d'applications avec un exercice d'allouer quels modules vont nous permettre de déployer ce service. La fertilisation azotée s'appuie sur différents capteurs qui sont souvent utilisés en complémentarité. Par exemple, la pince Minolta calibrée pour donner le service N-Tester est plus ancienne, a une profondeur de jeu d'apprentissage sur ces modèles qui est plus grande, donc c'est mieux calé. Donc on va utiliser ça pour donner un estimateur affiné et recaler les données que la caméra multispectrale ou le tracteur va pouvoir nous donner de manière beaucoup plus incertaine, avec plus de bruit. Les types de vecteurs vont être le satellite, l'opérateur, le drone. Chacun a ses forces, chacun a ses contraintes. Donc un opérateur, on ne le fait pas aller tout le temps dans le champ, mais par contre un opérateur va faire une autocorrection sur des biais d'échantillonnage. Il va mesurer à peu près au bon moment, et surtout, il va éviter les non-sens agronomiques. Tandis que la mesure systématique, elle peut nous faire rentrer dans des logiques de non-sens agronomique. On n'a pas mesuré la bonne parcelle, ou on n'a pas mesuré dans des bonnes conditions pour que ça dise quelque chose. Les modèles qu'on peut utiliser, donc il y a le modèle de nutrition azotée, on a parlé de la méthode des bilans tout à l'heure. Après, les modèles de transfert radiatif, on va de la description de la structure 3D jusqu'à des modèles de milieu turbide. Ces différents outils qui ont différentes maturités technologiques. Par exemple, les modèles de transfert tridimensionnel dans le couvert, c'est des choses qui sont académiques et si ces modèles-là, on essaie de les utiliser en tant qu'industriel, c'est des modèles qui ne convergent pas. C'est-à-dire que pour deux configurations initiales, on ne va pas avoir le même résultat. Tandis que sur les modèles dits de milieu turbide, c'est quelque chose qui a 30 ans, 40 bientôt, on est sur des choses beaucoup plus robustes, et parce que des industriels s'en sont emparés aussi pour les faire mûrir, et ont partagé parfois les résultats de leur progrès technique. Les composantes d'un service de pilotage du désherbage, voilà quelques types de capteurs. Donc on a des capteurs qui font le diagnostic pour l'ensemble de l'outil. On a aussi des solutions de capteurs qui vont moduler directement. Et ça résout les problèmes d'application. Par exemple, sur le désherbage, on a eu pendant un laps de temps une période assez paradoxale où on avait des cartes de préconisation qui étaient au mètre ou aux 50 cm, mais on n'avait pas les rampes d'épandage qui allaient bien. On pouvait faire que des coupures de tronçons de 2 à 5 mètres en grande culture. Du coup, le discours était un peu difficile, quoi. On ne va pas acheter des cartes super précises si on ne peut même pas les appliquer. Donc il y a un constructeur allemand qui contourne ce problème en disant « je vais faire un capteur qui va se brancher sur chaque buse et qui va moduler sa buse à lui ». Au niveau des vecteurs, on a des vecteurs donc plus ou moins autonomes, qui ont des capacités de franchissement plus ou moins grandes, et des capacités également d'emport de charge ou de travail, de force brute, qui sont différentes.
Et en termes de modèles, pour l'analyse, on a également toute une variabilité. Là, par exemple, je vous ai mis un algorithme académique d'identification des adventices. Pour vous souligner qu'il faut une certaine prudence quand on est face à l'innovation, on a des illustrations qui sont assez jolies, assez convaincantes, dès les phases très précoces. Un chercheur débrouillard qui est pertinent dans son domaine va pouvoir déployer la logique d'une solution potentielle et faire des cas d'études. Et c'est complètement différent qu'un industriel qui commercialise et qui s'engage sur un SAV pour des solutions qui doivent fonctionner dans la plupart des cas. Donc, un peu de vigilance, c'est pas parce qu'on voit des beaux graphes qu'on a des solutions qui sont déjà prêtes. Et les systèmes de phénotypage intègrent ces différentes technologies sur différents types de vecteurs pour jouer la complémentarité. Typiquement, sur des réseaux d'essai, on va utiliser du drone pour faire de la mesure instantanée de toute la parcelle et du système robotisé pour faire un scan plus précis mais avec des charges utiles plus lourdes, où on va utiliser toutes les 4 technologies de capteurs que j'évoquais tout à l'heure. Avant d'évoquer les évolutions récentes et les perspectives de transfert vers les PAM, je voudrais revenir sur ces notions de segments d'un service numérique. On a différentes briques qui vont s'alimenter les unes les autres et il suffit qu'une seule ne fonctionne pas bien pour que l'ensemble du service soit défectueux. Et il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il faut travailler sur les segments défectueux ou qui ne sont pas encore assez aboutis. Le deuxième aspect, c'est garder du pragmatisme dans la notion de maturation technologique. En industrie, dans les industries lourdes, le satellite, les militaires, entre l'idée, entre quelqu'un qui dirait ce serait bien de faire ça, et puis ça marche dans tous les cas, c'est robuste, on peut en distribuer, il y a 10 ans. L'automobile, c'est 3-5 ans. L'informatique, ça compresse un petit peu, mais parce que c'est plus de l'édition que de la réalisation technique. La maturation technologique, c'est plein de jalons à passer, c'est beaucoup d'incertitudes, c'est beaucoup de prise de risque, et donc c'est de l'investissement. Et il y a des phases où il est pertinent de partager, en particulier quand on est un acteur minoritaire ou quand on représente une filière qui a peut-être moins de moyens que d'autres, donc il va falloir partager aussi les solutions, partager les moyens pour être capable d'avancer. Voilà. Sur les évolutions récentes, cette année, on a entendu parler pas mal d'Internet des objets. On en entend depuis quelques années, mais là, il y a vraiment des solutions qui arrivent, plusieurs startups qui se montent et qui essayent de distribuer en France. En effet, il y a eu des ruptures en termes d'économie énergétique des systèmes de transfert, qui était le dernier paramètre limitant. Maintenant, on est plus à se poser des questions sur les technologies utilisées pour faire l'acquisition en tant que telle et la partie standardisation et métrologie de ces données. Est-ce qu'on préfère avoir des grands volumes plutôt incertains, des petits volumes plus précis, un mix des deux, et les faire travailler ensemble? Donc c'est un peu les questions d'actualité. En termes de capteurs en tant que tels, les méthodes optiques évoluent bien. Il y a toujours des bonnes idées qui arrivent depuis la recherche amont, mais c'est de la recherche amont. C'est-à-dire que pour faire aboutir des nouvelles technologies hyperspectrales, les milieux applicatifs continuent de sous-estimer l'investissement à faire, et donc ça ne tire pas les industriels pour proposer des solutions. Et c'est vrai qu'on piétine un peu sur les prochaines ruptures. Par contre, il y en a certaines qui sont vraiment bien industrialisées. Là, ce que je vous présentais tout à l'heure, les lidars, les caméras, les spectromètres, les caméras multispectrales, ça s'est vraiment diversifié récemment en France et en Europe. On en a des fiables et bien distribués pour nos usages. Et à des coûts raisonnables. D'autres informations odeurs sont importantes pour les ravageurs et les maladies en particulier. Il y a des progrès dessus et par contre là on rentre un peu dans la catégorie
des technologies précompétitives, c'est-à-dire qu'on est un peu dans le ventre mou de l'innovation, donc il faut réussir à injecter plus de moyens, à mutualiser peut-être pour faire avancer ces chantiers-là. Et la miniaturisation continue, ça veut dire qu'on va continuer de gagner en autonomie et en déployabilité sur les outils, que ce soit optiques, mais aussi sur les autres médiums. En termes de traitement des données, pour ce qui est du traitement du signal en tant que tel, donc image, spectre, l'IA, l'intelligence artificielle continue de très bien avancer. On est confronté actuellement à l'aspect de consolidation des bases de données et leur homogénéisation, la capacité d'interroger de la donnée très disparate et surtout de la valoriser. Les capacités de calcul vont nous permettre de plus en plus d'avoir des solutions opérationnelles sur le terrain. Ça, c'est vrai que c'était un peu l'aspect limitant. On avait un bel algorithme, mais il tournait sur un serveur. Il fallait un bâtiment pour le serveur. Du coup, on n'avait pas le bâtiment dans la poche. Du coup, on ne pouvait pas aller au champ. De plus en plus, l'Internet, la couverture réseau va nous permettre d'accéder à ces solutions au champ. La valeur ajoutée pour l'agriculteur, c'est un point important, elle demandera toujours de l'information, du savoir-faire agronomique, du bon sens agronomique. Donc il y aura toujours un rôle pour le conseiller agricole, la modélisation de l'expertise, c'est-à-dire la mise en numérique de processus de décision va plafonner sur les heuristiques de haut niveau des systèmes complexes, en français. C'est qu'on va avoir du mal à adapté à tous les pédoclimats, tous les ravageurs, toutes les situations spécifiques, l'AVIC pourrait nous donner un service entièrement automatisé. Voilà. Donc ça, bon, c'est un débat d'esthète entre gens qui travaillent dans l'informatique, dans l'intelligence artificielle, mais voilà, il y a une majorité quand même qui pense qu'il y aura toujours de la place pour l'humain, on va juste se libérer de tâches plus retournières. Et enfin, dernier aspect, sur la détection, l'accumulation de données, va permettre déjà d'avoir une réactivité dans les opérations qui sera plus élevée. On va pouvoir réagir plus vite sur le terrain, mais on va également pouvoir ensiler de la donnée et la documenter de mieux en mieux avec ces efforts de standardisation qui sont faits dans la communauté pour pouvoir la valoriser dans un ensemble. On parle, voilà, le gros mot, c'est le big data. On va pouvoir vraiment commencer à en faire. Et on touche à la question qui était tout à l'heure posée sur la propriété, le partage. Et je vous invite à consulter le travail qui a été fait par l'ACTA, et en particulier une plateforme de partage, des données et des modèles qui s'appelle API Agro. Et il y a également un petit bouquin qui a été fait par les membres de l'ACTA sur comment gérer la donnée en agriculture, comment gérer sa propriété et sa valorisation, quelles sont les bonnes pratiques qui vont nous y aider. Voilà. Je vais m'arrêter là et j'espère qu'on va pouvoir avoir un échange un petit peu plus prolongé autour de ces questions et des transferts potentiels pour les PAM, à savoir, je n'avais pas une grande maîtrise du sujet, donc j'ai presque des questions à vous poser en fait. Merci pour cette présentation très détaillée. Effectivement, là, on va prendre à peu près 5 à 10 minutes pour ouvrir la discussion sur la possibilité d'appliquer ces différentes technologies pour notre filière. Peut-être pour commencer, souvent, nous, on peut avoir le sentiment qu'il y a des murs à franchir afin de pouvoir justement accumuler les données et pouvoir justement paramétrer ces différentes technologies pour pouvoir les appliquer dans le cadre de nos espèces. Et en l'occurrence, lors de votre présentation, vous avez souligné l'importance typiquement, même entre variétés, des fois, d'être obligé d'investir justement au niveau temps et effort cette énergie.
Donc peut-être la première question, c'est juste, est-ce que vraiment ces technologies sont accessibles pour notre filière, sachant qu'on travaille avec plus qu'une centaine d'espèces et qu'à chaque fois, il va falloir effectivement investir le temps et l'énergie. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut espérer voir un jour actif dans notre filière? Alors, je pense que c'est toujours possible d'adopter ces technologies, de rentrer dedans, à condition, pour que ça reste raisonnable et réaliste, de se centrer sur votre plus-value. Qu'est-ce que l'ITEP-MAI, qu'est-ce que la filière a comme expertise spécifique? C'est-à-dire que si l'ITEP-MAI commence à vouloir concevoir des capteurs, ou à développer des logiciels de traitement de l'image en tant que tel, bon, c'est sûr qu'il y a un mur là, hein, c'est des gros investissements. Par contre, l'innovation se partage de plus en plus, les solutions techniques circulent, et il y a tout un écosystème, en France en particulier, d'acteurs qui sont prêts à attaquer ces chantiers-là. Là où votre filière, la filière a sa responsabilité et son expertise, là où la filière est incontournable, c'est sur la connaissance de la variété, la connaissance des enjeux agronomiques spécifiques à vos plantes et à vos variétés. Et c'est une discussion qu'on avait avec les producteurs, les multiplicateurs de semences de maïs également, qui sont une filière assez petite et qui me disaient comment on rentre dans comment on fait pour que des dronistes viennent faire des applications pour nos métiers qui ne sont pas celles des maïs grande culture. Et une des solutions, c'est de préparer justement le terrain pour que ces acteurs viennent de manière préférentielle, quand ils auront des briques technologiques sous la main, investir ces niches, parce que c'est des niches pour eux. Donc c'est avoir les jeux de données, avoir la connaissance applicative de si vous développez quelque chose, combien de gens vont l'acheter en France, quels vont être les enjeux par rapport quelle va être l'intensité de la variabilité variétale par rapport à la variabilité d'espèces ou à la variabilité des réponses physiologiques, typiquement. Voilà. Parfait, merci beaucoup. J'ouvre les questions du coup à la salle. Il y en a une au centre. Bonjour. Bonjour. Victoire Hérin, Société Albert Vieille. Merci pour votre présentation. J'avais une question sur la possibilité d'adapter ces technologies sur des itinéraires techniques moins conventionnels, sur des cultures associées, donc des légumineuses avec des céréales ou sur du semis sous couvert. Est-ce que les spectros de masse peuvent identifier ces deux espèces au même endroit et voilà. Oui. Alors, la logique l'avantage avec ces briques technologiques, c'est que c'est un peu indépendant de la thématique et du champ d'application. C'est pour ça qu'on veut vraiment aussi investir sur le transfert techno, diffusé aux autres champs d'application. La question de l'identification, par exemple, l'adventice dans les interrangs, elle est en termes de technologie de capteur et de modèle d'interprétation du signal, elle est transposable directement si on dit que l'adventice, ce n'est pas une adventice, c'est une culture auxiliaire. Voilà. Parfait. Peut-être une dernière question. Oui. Déjà une question que m'avait suggéré l'exposé précédent de M. Grenier, c'est en vous écoutant, donc d'abord merci pour votre exposé qui était très, très clair, hein, en matière, disons, d'outils d'aide à la décision pour, disons, répondre aux nouveaux enjeux de l'agriculture, hein, qui doit être plus économe en intrants, plus, etc. Donc une agriculture qui va fonctionner un peu sous contrainte, hein, c'est-à-dire on admet qu'on ne fournit plus à l'optimum l'eau, les minéraux, etc. Est-ce que j'ai l'impression que quand même que le gros facteur limitant, ce sont les modèles de fonctionnement des cultures. Parce que, d'abord, si on veut qu'ils soient, si on veut faire fonctionner des modèles sous contrainte, on se rend compte que c'est plus compliqué que de les faire fonctionner à l'optimum. Et d'autre part, à ce moment-là, on risque d'avoir des objets de plus en plus gourmands en données. Par exemple, et puis peut-être répondre à des choses qui n'ont pas été encore tellement établies. C'est-à-dire, actuellement, on a un certain nombre de modèles de fonctionnement de culture qui peuvent même déboucher sur de la qualité de produits, etc. On a, alors par exemple, des modèles épidémiaux, mais par contre, l'interaction, le couplage des deux, je ne pense pas que ça soit encore très clair ou de façon très, très grossière. Si on aboutit à un véritable couplage, ça fait des objets extrêmement compliqués.
consommateurs de données, etc. Je ne sais pas, je voudrais avoir votre opinion là-dessus. Est-ce que vraiment, là où le bas va blesser, c'est là-dessus, quoi, c'est-à-dire sur ces modèles, alors couplés bien sûr aux compétences de l'expert, parce que je suis tout à fait d'accord avec vous, derrière il y a la vérité terrain, et rien ne remplacera l'agronome avec ses 2 pattes et ses yeux. Voilà, Bah, je suis bien d'accord avec vous. De toute façon, il y a une maîtrise du terrain. Sur le fait que les modèles peuvent être le point faible de cette chaîne de services, c'est juste. Le rôle de l'agronome, c'est quand même aussi à un moment de recontextualiser quand on est dans l'outil d'aide à la décision. Et ensuite, sur la logique des modèles, on est toujours dans un paysage, en termes de modélisation, on est toujours dans un paysage où coexistent des modèles plus industriels et des modèles plus académiques, plus complexes, des usines à gaz qui ne convergent pas obligatoirement et des choses qui convergent. Les pistes de travail qui sont quand même bien validées sont plutôt d'utiliser des modèles académiques pour faire l'exploration des champs possibles. Par exemple, on va utiliser des modèles comme Styx pour pour simuler des itinéraires un peu bizarres qui sortent pour tester les itinéraires techniques possibles. Et ensuite, on va utiliser des modèles plus robustes, plus simplifiés, que eux on va caler sur des données. Donc l'idée, c'est plutôt de faire l'exploration sur des modèles académiques, de faire de l'expérimentation pour caler les modèles opérationnels et de guider les choix de l'expérimentation à partir des pistes que nous auront donné le modèle académique. Et en termes de modèles, ça dépend. Il y a vraiment des champs disciplinaires dans la modélisation comme en science. Hein. Mais en termes de transfert radiatif, il y a aussi la logique de caler des modèles grossiers sur des modèles fins qui sont plus complexes. Et donc, plutôt que d'apprendre sur des données terrain, on apprend sur des modèles qui sont plus fiables. Oui, puis il faudrait voir jusqu'à quel point on peut dégrader le modèle pour qu'il reste qu'il devienne manipulable. Oui, oui, parce qu'effectivement, on peut aller assez loin. Enfin, oui, je ne me suis pas présenté, Jean-Claude Mauget, je suis un ancien de l'INRA et d'AgroCampus Ouest et membre du COST. Alors, par exemple, pour en revenir aux plantes médicinales, bon, dans ce qui a été évoqué, il y a plusieurs types de problématiques. Hein. Par exemple, ce qui a été démontré d'ailleurs par l'expérience des deux producteurs tout à l'heure, c'est le problème du binage, des herbages. Bon, c'est une chose. Et puis, alors ça, j'en sais encore rien. Ça sera à voir. Est-ce qu'à un moment donné, vous voyez, dans le contexte changement climatique, économie, etc., on va avoir des problèmes de qualité de certains produits de ces plantes médicinales, aromatiques, etc. Alors donc c'est là où on tombe dans un autre type de problématique, c'est-à-dire en fait mesurer les interactions entre ces facteurs environnementaux au sens large, hein, et puis la qualité des produits, ce qui peut sous-tendre derrière des problèmes de métabolisme primaire, secondaire, etc. Ce qui est une autre... par exemple, vous voyez, moi je viens plutôt du domaine des fruits. C'est ce qui a été tenté. Par exemple pour la qualité des fruits, les arômes, etc., où là on commence à plonger dans le domaine du métabolisme secondaire, ce qui devient assez compliqué en termes de modélisation, etc. Oui. Donc je crois qu'il y aura vraiment des discussions à avoir et peut-être des jolis débats au niveau du COST et peut-être de futures sessions. Voilà. D'accord, oui, en effet. Bon, après, sur la modélisation de l'expression génomique, le curseur actuellement va revenir sur les biostats, je pense, et sur faire le lien entre le phénotypage qui commence à acquérir un volume significatif et le génotypage. Et on va avoir ces biostats qui vont se focaliser sur la modélisation de la physiologie, sur l'expression génomique. C'est un peu ce que je vois de ma fenêtre. Merci. Ok, merci beaucoup. Je vous invite donc à remercier chaudement Monsieur Fournier pour cette présentation et cette discussion très intéressante.